In progress. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette avant-dernière soirée de cette année. Pour cette conférence, je suis très heureux d'accueillir de nouveau, après 3 ans, docteur Grégoire Insolin, qui est neurologue, qui est père de famille et qui travaille beaucoup dans le domaine de l'intelligence artificielle également. Pour ceux qui le connaissent, vous l'avez vu quand on a fait la journée la bioéthique et Covid, juste un an après le Covid. Donc, il est intervenu en premier cette journée-là. Ce soir, donc, semble le 25 mai 2023. Comme d'habitude, on va laisser Dr Grégoire parler et on verra tout à l'heure, voilà, pour les questions-réponses, les discussions. Notre thème, il est un peu un thème sensible parce que je pense qu'on est bien depuis quelques mois dans cette discussion de l'intelligence artificielle avec tout ce qui ressort comme application, comme site et notamment avec la médecine. Donc, ça sera quand même notre thème de discussion. Docteur, je vous laisse la parole et encore un très grand merci de votre présence parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de ne pas vous endormir avec un sujet à la mode qui est la médecine et l'intelligence artificielle. Le problème, c'est qu'on est en face d'une... Ce sujet survient au moment où on est en face d'une crise médicale importante. Cette crise médicale importante, elle est liée au fait qu'il n'y ait plus de médecins au niveau mondial. C'est un problème de pénurie globale de personnel médical. Ça n'est pas qu'un problème occidental. Il est en Occident pour des raisons différentes de celles qui a lieu au Moyen-Orient, par exemple, ou en Asie, mais le nombre de médecins, le nombre d'infirmières et le nombre d'aides-soignantes est largement insuffisant. Je fais exprès de dire médecin, infirmière et aide-soignante et pas personnel médical parce que finalement, cette notion un peu fourre-tout de personnel médical, comme vous le verrez tout à l'heure, est une notion qui recouvre une entité différente et en particulier une intervention de l'intelligence artificielle qui ne va pas forcément être favorable. La santé est en fait devenue quelque chose de compliqué parce que si on remonte à la définition de l'OMS de la santé, définition qui date de 1948, et à laquelle on vient toujours, je vais me permettre de lire, c'est la santé est un état de bien-être plus que mental et social et consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et donc on voit déjà dès 1948 la bascule de la santé de la maladie vers le bien-être. Vous comprenez bien qu'on va avoir des difficultés et que ce bien-être peut représenter à la fois un marché important, donc un apport financier et un raisonnement financier important, et puis également une modification du rapport à la mort, c'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans une notion de maladie, éventuellement mortalité, mais une notion de prévention et de bien-être qui est une notion qui est un peu compliquée. De ce fait, les médecins, enfin tout le corps médical, quel qu'il soit, va passer de l'obligation de moyens, c'est-à-dire je fais de mon mieux pour soigner les gens, à une obligation de résultat, puisque le bien-être, c'est quelque chose d'abord que seul le patient mesure. Le médecin ne peut pas le faire, on n'a pas d'outils de mesure du bien-être, où ils sont très imprécis. Et puis la deuxième chose, c'est que eh bien, ça induit un rapport biaisé entre le médecin et le patient, puisque ça n'est plus le bien-être, n'est plus un rapport de confiance, c'est un rapport de consommation. Alors à ce moment-là, on va développer des machines et ces machines sont plus compétentes que les hommes, puisque finalement, la machine, si, surtout si je la manie moi-même, et en particulier mon téléphone portable, enfin mon smartphone, est un outil sur lequel je vais avoir des échelles qui vont me permettre de mesurer mon bien-être et mes émotions. Et puisque j'ai dit mesure, j'ai dit données. Et donc, nous arrivons dans la collection de la donnée, on fait une irruption dans le monde de la donnée, et on voit bien que la définition du bien-être et de la santé par l'OMS, c'est l'irruption de la donnée dans le monde de la santé. Alors, d'abord, c'est quoi une intelligence artificielle? euh, On va remonter un grand coup dans le temps. Platon disait en 2500 avant Jésus-Christ, Platon disait un des obstacles majeurs pour les hommes était la confusion entre l'homme et la machine. Mélanger ce qui était de la nature et de la matérialité et de ce qui était de l'homme. Vous voyez bien que là, c'est une frontière sur laquelle on est en train d'arriver et c'est une frontière qui n'est pas clairement déterminée. Si on descend dans le temps, quelque part au 18e, vous avez un affrontement entre Leibniz et Kant. Leibniz dit
les mathématiques couvrent toutes les possibilités, jouons avec ces possibilités et profitons de ces possibilités. Et Emmanuel Kant dit non, la morale est au-dessus de la possibilité mathématique, elle est donc au-dessus de la possibilité de… Excusez-moi, j'ai juste un problème d'écran. Elle est juste au-dessus du jeu mathématique et donc toutes les possibilités statistiques ou de la donnée n'existent pas. Et donc on voit bien cet affrontement qui existe depuis très longtemps entre la technique et l'humanité et l'opposition qui peut exister. La deuxième chose, la deuxième nuance qu'il faut apporter directement, c'est la définition de l'intelligence artificielle. Où est-ce que l'intelligence artificielle a été définie? Elle a été définie à Dartmouth dans un séminaire emmené par Marvin Minsky, dans lequel vous aviez le patron d'IBM, le fameux Gordon Moore qui était le patron d'Intel et qui vient de mourir, et un certain nombre d'ingénieurs. Qui définit l'intelligence artificielle? Des ingénieurs. Y a-t-il des théologiens, des moralistes, des neurologues, des psychiatres à l'intérieur de cette réunion? Non. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une définition ingénieriale, technique, mathématique, mais ce n'est pas une définition humaine de l'intelligence. Et donc, il y a déjà quelque chose qui est un peu particulier, puisqu'on parle d'une intelligence, alors qu'en en fait, on parle d'une collection de données ou d'un esprit de synthèse. Or, le développement s'est toujours fait vers l'esprit de synthèse. Et d'ailleurs, la confiance au jugement des médecins et des infirmières a été altérée. On a développé ce qu'on appelle de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire des arbres décisionnels qui ne sont ni plus ni moins que des arbres algorithmiques. Est-ce que votre cerveau raisonne par algorithme? Non. Alors, permettez-moi de prendre un exemple. Nous sommes quelque part en 1860, je crois, ou 1870, quelque part en Normandie, à côté de Givry, et le petit Marcel est en train de prendre un bon moment avec sa grand-mère, où il y a sa grand-mère Chambon, il y a une très jolie lumière, il est dans un joli salon, il boit un bon chocolat fait artisanalement, et il mange quelque chose, et cette chose va lui s'imprimer définitivement. Votre cerveau imprime des données, enfin, acquiert des données par nuage et pas du tout par couloir stratégique algorithmique. Quelques années après, alors on y reviendra si vous voulez sur les notions de mémoire, mais quelques années après, Marcel se retrouve dans une situation dans laquelle il écrit un roman, enfin une série de romans, et il prend un chocolat dans une pièce avec une lumière qui ressemble à celle de sa grand-mère, et l'odeur du chocolat et l'odeur de la madeleine est la même qu'auparavant. Et donc, sa grand-mère réapparaît, le souvenir, il a l'image et la présence de sa grand-mère qui est morte depuis des années. Est-ce que Marcel a des hallucinations? Non, c'est simplement la circuiterie électrique qui a participé à ce moment si important de sa vie et si constitutif de sa vie qui sera l'humain. Alors, les neurologues que nous étions avions un petit souci, c'est que une madeleine, ça ne sent pas très fort, et que pour que votre cerveau quand votre cerveau saisit un moment très important dans sa mémoire, il saisit tous les modes de fonctionnement et il saisit en particulier avec tous vos sens. Et donc, Marcel insiste sur l'odeur de la madeleine, c'est donc le sens prédominant dans son souvenir. Or, je ne sais pas si vous avez déjà respiré une madeleine, ça ne sent pas très fort, une madeleine. Sauf que Marcel est un voyou, on a retrouvé ses écrits il n'y a pas très longtemps, il s'agissait de pain trop grillé, il ne s'agissait pas d'une madeleine. Et donc, on voit bien que l'acquisition s'est faite avec un excellent souvenir, une odeur, etc. Votre cerveau a acquis un nuage. Et il l'a acquis avec un périmètre peu facile à déterminer. Ce n'est pas un algorithme qui a acquis son souvenir, c'est un ensemble de phénomènes qu'il ne contrôle pas. Donc, présenter une intelligence artificielle qui est une collection de données parfaitement contrôlée comme une intelligence complète, comme le font un certain nombre d'intervenants à l'heure actuelle. Je vais vous envoyer, surtout ne pas lire le livre de Laurent Alexandre, qui est l'édition augmentée sur GPT-4. En fait, c'est une vision, alors je vais lâcher un gros mot sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est une vision purement intellectuelle, c'est une vision qui se passe du corps, c'est une vision qui se passe d'un certain nombre de choses, c'est une vision gnostique, si on utilise un vocabulaire théologique, c'est-à-dire c'est une vision qui n'est qu'une vision intellectuelle des choses. Or, votre cerveau n'est pas en dehors de votre boîte crânienne, on y reviendra. Alors, l'IA, ça se décompose en plusieurs parties. On va arriver à la médecine, hein, je vous rassure. Ça se décompose en données
comme je vous le disais, c'est le triomphe du monde de la donnée à l'heure actuelle, ça se décompose en impression 3D et en robotique, ce qui en médecine va avoir un impact certain. Et puis, il y a une donnée qui est la transmission de la donnée, la sécurisation de la donnée, qu'on appelle la blockchain, qui est un monde. Alors, il faut que vous invitiez un expert de la blockchain, rien que pour vous expliquer comment ça marche. Mais la blockchain est un monde de certification de la transmission, un petit peu comme le faisaient les monastères au Moyen-Âge, en recopiant de manière à être sûr que la traduction de la Bible traverse le temps. Là, il s'agit de déposer un acte. Quand vous faites un acte, il est déposé dans des centaines d'endroits, ce qui fait qu'il est impossible de revenir sur cet acte et il est certifié définitivement. Ce qui est important dans la collection des données. Le problème, c'est que cette collection de données ne résume pas la médecine. Alors, on va prendre un système déjà tout bête. Il y a 7-8 ans de ça, vous aviez le début de l'intelligence artificielle et un des acteurs de l'époque, qui était IBM, avait inventé une intelligence artificielle qui allait démontrer sa surpuissance et son impact en particulier dans la médecine, et qui avait été anthropologisé, humanisé sous le nom de Watson. Et ils ont fait une démonstration où finalement, dans la détection des cancers des grains de beauté, ce qu'on appelle nous les mélanomes, prendre une photo avec son smartphone au-dessus de son grain de beauté permettait de faire le diagnostic dans 90% des cas, alors que prendre une photo et la montrer à un dermatologue ne permettait de faire le diagnostic que dans 70% des cas. La cause de ces malheureux dermatologues était entendue, puisque la machine était meilleure que le dermatologue. Sauf que, avec une certaine honnêteté, IBM avait poursuivi l'expérience et avait mis. Le dermatologue avait le droit de toucher le grain de beauté. Quand le dermatologue avait le droit de toucher le grain de beauté, il était aussi performant que la machine. Maintenant, il faut 12 ans pour former un dermatologue, il faut 2 minutes pour mettre un programme à l'intérieur d'un smartphone. Donc, on comprend bien à ce moment-là qu'il était quand même plus intéressant d'avoir un smartphone qu'un dermatologue. L'expérience a été poussée encore plus loin, puisque finalement, on a utilisé le smartphone et le dermatologue en même temps. Et on arrivait à un taux de précision de diagnostic qui était de 99,9%, c'est-à-dire quasiment parfait. Et donc, on voit bien que l'association de l'homme et de la machine, de l'expérience de l'homme, permettait de gagner 10%, ce qui en médecine est énorme. Le problème, c'est que si on ne raisonne qu'en termes de flux ou qu'en termes d'algorithme, ces 10%, c'est une marge acceptable. Mais c'est de l'humanité, c'est-à-dire envoyer 10% des gens, ne pas les soigner et les laisser mourir de leur mélanome. Est-ce que 10%, c'est quelque chose qui est suffisant? Et on voit bien apparaître là, quelle est la puissance du dermatologue? C'est la puissance de l'expérience. C'est-à-dire que si je prends les moyens radiologiques, un œil humain, ça voit 86 nuances de gris. Une intelligence artificielle, ça voit entre 256 et 1024 nuances de gris. Donc, quand une intelligence artificielle analyse un scanner ou une IRM, elle le fait beaucoup mieux que le radiologue. Beaucoup mieux, ce n'est pas tout à fait sûr. C'est-à-dire qu'en fait, elle est tout à fait capable de scanner et de dire, attention, là, il y a une image anormale. Et si elle est utilisée comme ça, elle est extrêmement performante. À partir du moment où elle interprète l'image, on sait très bien, par exemple, dans la surveillance des scléroses en plaques, qu'elle surinterprète et qu'elle dit des grosses bêtises. Si on lui assigne une tâche qui est de savoir si, dans certains cas de sclérose en plaques, le cerveau a maigri, c'est-à-dire qu'il s'est atrophié du fait de la maladie et du stade de la maladie, elle le fait beaucoup mieux que l'homme, parce qu'elle compare des volumes qui sont beaucoup plus petits avec une précision beaucoup plus importante. C'est un renseignement très important, mais c'est un renseignement qui ne dit rien du traitement du malade. C'est un ensemble du traitement du malade. Si à partir de là, on automatise le système et qu'on corrige les traitements uniquement à partir de l'intelligence artificielle et qu'on automatise tout, on va créer de grosses bêtises et on va traiter de manière inconsidérée des gens qui n'avaient pas besoin de traitement avec des traitements dangereux. Donc, il faut faire très attention à l'automatisation de la médecine à partir du moment où personne ne regarde par derrière. Vous comprenez bien qu'à ce moment-là, on peut automatiser la décision de traitement, ce qui serait assez préjudiciable. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune médecin, dans un service spécialisé dans la sclérose en plaques, nous avons vu arriver une jeune fille qui a perdu la vue au cinéma à cause de sa sclérose en plaques. Alors, elle l'a récupérée après, on lui a fait des bilans, on a réussi à la rattraper avec des traitements assez puissants. Ces traitements assez puissants étaient corrélés aux IRM qu'on lui faisait régulièrement.
Elle était jumelle, elle avait une vraie jumelle et elles étaient mineures. Et nous nous sommes laissés aller, enfin, leur mère nous a supplié de faire une IRM à la deuxième jumelle. Ce qu'on a fait, ce qu'on n'aurait probablement pas dû faire, mais ce qu'on a fait, en faisant promettre à la maman, et ce qu'on avait dit, c'est que nous ne donnerions pas le résultat de l'IRM à la deuxième jumelle, en particulier s'il était négatif, enfin, s'il était positif, c'est-à-dire si la maladie était présente. Eh bien, l'IRM de la deuxième jumelle était bien plus préjudiciable que l'IRM de la première jumelle qui avait perdu la vue. 35 ans après, parce que c'était il y a à peu près 35 ans, 35 ans après, la maladie de celle qui a perdu la vue est stabilisée, mais elle a toujours des séquelles. Au moment où je vous parle, alors, à moins que ça n'ait changé dans les 2 dernières semaines, celle qui avait une IRM pathologique, sur lequel un moyen automatique aurait prédit un traitement, n'a absolument rien développé. Elle va très bien, elle n'a jamais su qu'elle était malade. Donc, vous voyez bien que la difficulté de l'expérience clinique de ces histoires de chasse un peu étranges fait que la variabilité à l'intérieur d'un être humain n'est certainement pas réductible à la technique. Donc, le monde de la donnée, c'est très bien, mais ça n'est pas suffisant. Dans l'actualité récente, alors on vous montre toujours un effet magique. Vous savez, vous avez un auteur de science-fiction majeur qui n'est pas Asimov, mais qui s'appelle Arthur Clarke, Arthur C. Clarke. Et Arthur Clarke disait que quand une technique était très innovante, elle avait l'aspect de la magie. L'Institut Curie a montré récemment une intelligence artificielle sur laquelle ils ont envoyé sur un dossier sur lequel un jeune patient avait un cancer, mais on ne savait pas d'où venait ce cancer parce qu'il était trop petit. Par recoupement et par éléments statistiques et en regardant justement les nuances de gris d'un certain nombre d'échographies, l'intelligence artificielle a trouvé le cancer de départ. Très bien, c'est extrêmement bien. Mais l'intelligence artificielle a eu des données qui ont été fournies par l'Institut Curie, par des cancérologues d'expérience qui avaient déjà éliminé un certain nombre de choses. Donc vous voyez bien que ce sont un excellent outil s'il est au service de l'expérience des soignants, c'est un beaucoup moins bon outil s'il est automatisé, et on revient à l'histoire de Watson. Donc, le caractère de l'expérience est quelque chose qui est extrêmement important dans l'intelligence artificielle. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, l'intelligence artificielle ne fait pas les histoires à tirer dans les coins, elle ne fait pas les histoires de chasse, elle ne fait pas l'atypie, elle méconnaît 20% d'atypie. Or, c'est cette atypie qui fait la relation humaine, qui fait chez nous la qualité des soins et qui fait aussi la qualité d'un bon juriste pénaliste, par exemple. Donc, si les jeunes générations ont des filtres automatiques qui éliminent cet apprentissage par l'erreur, ils auront une expérience beaucoup moins importante et donc la qualité de la prise en charge liée à l'intelligence artificielle ne sera pas meilleure que celle de l'homme, elle sera même moins bonne, mais elle sera moins chère. Donc vous voyez bien qu'on a cette notion qui arrive derrière, qui est la notion du flux financier. Alors, une opposition majeure entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique, c'est la gestion de la mémoire. Globalement, votre mémoire fonctionne en 3 tamis. Là, vous êtes en train de me regarder sur Zoom et je vais vous parler de la couleur de ma chemise. Normalement, si je n'avais pas prononcé cette phrase, si demain on vous redemandait quelle était la couleur de ma chemise ou la couleur du père Maroun, ça tombe bien, c'est la même. Nous ne sommes pas concertés, mais la couleur du père Maroun, vous auriez oublié. Et c'est une chose tout à fait normale. C'est un renseignement qui n'a pas une grosse importance. Ce bleu serait disparu dans les oubliettes en 12 à 24 heures, et c'est une excellente chose. Grâce à la phrase que je viens de prononcer, vous allez le retenir pendant une semaine. C'est-à-dire que finalement, j'ai indicé votre mémoire et donc votre cerveau se dit, bon, c'est peut-être un renseignement important, je ne sais pas, peut-être que finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, on a une chemise bleue. Et donc, je vais regarder tous les gens qui parlent d'intelligence artificielle pour savoir s'ils ont une chemise bleue. Et puis, dans les faits, tous les gens qui parlent d'intelligence artificielle ont généralement une chemise blanche. Et donc, globalement, vous allez oublier le bleu. Et c'est normal puisque votre cerveau sait que ça n'a pas d'importance. Il a corrélé avec l'expérience, il s'est aperçu que ça n'était pas un renseignement important et donc il l'a éliminé. Et si le renseignement est vraiment important, il va le garder en utilisant vos sens, en utilisant, etc. Et on retrouve la Madeleine de Marcel Proust. Une machine, une intelligence artificielle n'oublie rien, jamais.
Et donc, en fait, le problème, c'est que vous voyez bien qu'on est antinomique, puisque finalement, c'est une collection de données avec des données de plus en plus importantes. Il y a une sociologue de 28 ans, qui est une fille extrêmement brillante, qui s'appelle Charlotte Biondi, et qui a déterminé la chose suivante, qui est parfaitement exacte. Alors, elle a formalisé quelque chose qui planait un peu. Ça n'enlève rien à l'idée de l'avoir trouvé, si j'ose dire, qui est que nous rentrons dans un monde de la corrélation et pas un monde de la causalité. Or, le soin, c'est de la causalité, pas de la corrélation. Si l'intelligence artificielle de Curie est capable de faire des corrélations extrêmement puissantes, c'est aussi parce que les cancérologues en amont lui ont fourni des causalités. Donc, elle a fait de la causalité et de la corrélation en même temps. Attention, une machine ne fait pas de causalité toute seule, elle fait de l'apparence de la causalité. Je vous prends un exemple. Il y a 5 ans de ça ou 6 ans de ça, Google a racheté la base de données des vétérans de l'armée américaine. Cette base de données des vétérans était remplie de renseignements administratifs. La base médicale n'avait pas été vendue à Google, c'était que la base administrative. Et Google a placé son intelligence artificielle, alors maintenant elle a un nom, elle s'appelle Bard, mais parce que c'est une LLM, on va en reparler après. Mais Bard a travaillé sur une question, c'est-à-dire qu'ils ont placé Artificial Bard en 2005 ou en 2000, je crois, je ne sais plus, et ils lui ont demandé de prédire à 3 mois près la date de mort des vétérans, la date du décès des vétérans, en utilisant uniquement ces données administratives. Et ils ont regardé quelle était la précision de la prédiction de la date du décès des vétérans. Eh bien, c'était de 97%. C'est impressionnant, mais en fait, c'est que de la corrélation. C'est-à-dire que finalement, le nombre de taxis pour aller à l'hôpital vous dit l'état de santé, donc vous êtes capable de prévoir, surtout que c'est des gens qui avaient essentiellement des blessures respiratoires, les dégradations respiratoires, et donc à 3 mois près, quand ayant eu un décès récent dans ma famille, nous avions un timing qui nous permettait de prédire à peu près quand est-ce que ça allait se passer. À 3 mois près, honnêtement, on ne s'est pas trompé. Donc, ce n'est pas si impressionnant que ça, et les médecins peuvent le faire aussi. C'est la généralisation qui est impressionnante, parce que la corrélation est un moyen extrêmement puissant. Mais attention, la corrélation ne fait pas des diagnostics corrects. La corrélation permet d'appuyer des diagnostics, et c'est là où il ne faut pas se tromper. Alors, dans la donnée médicale, vous voyez bien qu'il y a une poussée extrêmement importante de tous les acteurs du numérique pour collectionner vos données médicales. Votre smartphone est le meilleur moyen, et votre montre connectée, si vous en avez une, est le meilleur moyen de connecter de la donnée médicale. Pour le meilleur, c'est-à-dire que si finalement vous avez des anomalies cardiaques et que vous faites un trouble du rythme tout seul chez vous parce que vous habitez tout seul et que les secours sont prévenus par votre montre, c'est une excellente chose. Mais attention, c'est aussi une collection de données qui va, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être influer dans des moyens automatiques sur les médicaments qu'on vous donne et sur les décisions qu'on va prendre. Et puis, on va aller plus loin. On voit bien. Alors, vous avez un papier absolument génial du Lancet, si vous lisez l'anglais. Je vous raconte l'histoire parce que le papier a été publié hier. Des scientifiques américains, des vétérinaires américains veulent faire de l'analyse d'ADN sur les tortues marines. L'idée de l'analyse d'ADN, c'est de récupérer de l'ADN sur la surface des plages, du sable, pour pouvoir faire de l'analyse ADN des tortues marines et savoir quelles sont les maladies qui les frappent et comment on peut les soigner éventuellement. Excellente idée. Ils ont un gros problème, c'est qu'ils récupèrent de l'ADN humain. Et ils le récupèrent, alors ce n'est pas de la contamination, c'est-à-dire qu'on peut penser que le laborantin qui a fait les prélèvements sur la plage ou le scientifique, le vétérinaire qui l'a fait, n'a pas à toucher le coton et donc il a mis son ADN. Pas du tout, il y a un taux de contamination d'ADN stratosphérique, comme on en trouve sur les barres du métro de New York. Donc, ils essayent de savoir pourquoi il y a une contamination et donc ils vont aller prélever la même chose sur une plage des Caraïbes, dans une réserve dans laquelle l'homme ne met jamais le pied parce qu'il a interdiction d'y aller, il n'y a que des oiseaux, et dans une rivière en Irlande, rivière qui est au fond d'un canyon quasiment inaccessible, et il le prélève sur la totalité de la rivière et dans l'eau. Il n'y a pas d'ADN humain. Et donc, il rentre, je crois que c'est à Princeton, il rentre à Princeton ou à Harvard, et il prélève de l'air dans les pièces des amphithéâtres dans lesquels il y a les étudiants. Et il y a de l'ADN. Votre ADN est en suspension dans l'air. Dès que vous avez une activité humaine, vous avez de l'ADN humain partout. Et donc, de la donnée génétique partout. Vous comprenez bien que si je mets une donnée génétique et que je mets une corrélation, je vais vous faire de la prédiction.
prédiction de votre vie à 97%, comme Bard l'a fait pour les vétérans américains. Alors, on va faire un tout petit pas de côté. 2 Allemands, 2 analyses génétiques si on avait pu les faire en amont. Il y a un Allemand qui a un défaut génétique, ce qu'on appelle une maladie de Paget, avec en plus un gène d'insuffisance cardiaque. On sait qu'il sera diabétique à l'âge de 40 ans, ou très probablement diabétique à l'âge de 40 ans. Il va avoir des soucis cardiaques. Cette maladie est parfois liée à un comportement ou un caractère un peu difficile. Il a des antécédents de bipolarité dans sa famille, il est porteur du gène. Si je juge par la corrélation de l'intelligence artificielle et que j'ai des moyens d'interrompre sa vie préventivement, bah, ça peut se discuter. Je ne vous dis pas que moralement je suis d'accord, hein. Je dis simplement que ça peut se discuter. De l'autre côté, vous avez un Allemand qui naît 100 ans après, dont les données génétiques sont absolument parfaites. C'est un type assez sportif, il n'a pas de cholestérol, il n'a aucun défaut génétique, il n'a pas de prédisposition particulière à une maladie psychiatrique. Et donc, ce garçon est en pleine santé et ne posera pas de problème pour l'humanité. Le premier dont je vous ai parlé, c'est Beethoven. Le deuxième, c'est Hitler. Donc, vous voyez bien que la corrélation sur la donnée génétique, c'est compliqué, parce que finalement, ça ne vous permet pas la liberté de devenir en profondeur qui vous êtes, ça juge à partir de critères de corrélation qui sont la majorité du temps, ou en tout cas, dans 20 à 30% des cas, totalement faux. Et c'est une des voies qui est en train de prendre la médecine, l'intelligence artificielle en médecine à l'heure actuelle. Par exemple, une boîte comme Dassault Systèmes pousse énormément ce système, c'est la constitution de jumeaux numériques. C'est-à-dire que finalement, si vous êtes une collection de données de santé, y compris génétiques, eh bien, je peux vous transformer en une espèce d'ectoplasme numérique qui est à la fois vous et pas vous. Et cet ectoplasme numérique va nous permettre de tester les médicaments et de savoir lesquels sont toxiques dessus, sur vous. C'est illusoire. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que le médecin que je suis va vous dire que quand on donne un médicament, on considère qu'on a 30% d'effets indésirables non prévus. Alors, entendons-nous bien, cet effet indésirable, il peut être bénéfique. Vous avez un médicament qui s'appelle le baclofène, qui est un médicament de neurologue. Si vous avez une blessure de la moelle épinière, ce qu'on appelle une spasticité ou des lésions cérébrales, si je vous donne ce médicament-là, cette spasticité, qui est une gêne importante au mouvement et à la marche, va s'améliorer considérablement. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur des gens qui ont des blessures médulaires ou des hématomes cérébraux, il y a plus d'alcooliques que les autres. Et quand on a donné ce baclofène, on s'est aperçu que les gens qui avaient tendance à boire beaucoup trop d'alcool en buvaient beaucoup moins. Donc, totalement par hasard, on a découvert un effet secondaire extrêmement intéressant et maintenant, le médicament est donné chez certains alcooliques comme cure pour leur éviter d'avoir envie de boire. Donc, vous voyez bien que ça, si on fait que de la corrélation, c'est un hasard dont on s'est rendu compte. Il faudrait pouvoir quantifier la consommation d'alcool des alcooliques. Alors, je vous souhaite bon courage, à moins de les enfermer et de mettre des caméras de reconnaissance faciale toutes les 10 secondes. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et donc, on va avoir une réduction de créativité et de perception de l'humanité, des effets chez l'humain. La deuxième chose, c'est qu'on risque de la sortir à une réduction du droit de prescription. C'est-à-dire que finalement, si la machine prédit que le médicament ne marche pas, il ne marchera pas. Et il y a donc une histoire en Suisse, la Suisse n'est pas loin de nous, il y a une histoire en Suisse qui est une histoire où une patiente de 70 ans qui en était à sa troisième ligne de chimiothérapie pour un lymphome, ligne de chimiothérapie qui avait 70% de chances de réussite, 70 ou 80, je ne sais plus, a été refusée par l'assurance parce que à 70 ans, le rating et son jumeau numérique faisaient qu'on n'était pas sûr que ça marche. L'assureur n'était pas prêt à payer pour 30% de risque. Donc on voit bien que la donnée de santé, si elle devient une donnée de contrôle et une donnée financière, n'est pas un bon système. Et on arrive à une gestion uniquement financière des choses, c'est que si vous allez, alors je vais vous citer l'Oregon, qui est un État de l'Ouest américain, mais vous avez, je crois, c'est présent dans 5 ou 6 États. Aux États-Unis, si vous n'avez pas le plan de santé nécessaire et que vous êtes dans la même situation que cette dame, l'assureur vous fournit une pilule pour vous suicider, autrement surnommée la kill pill. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, les gens qui utilisent la kill pill, enfin à qui l'assureur livre la kill pill, vous voyez le niveau de cynisme dans lequel on est,
on s'est aperçu que 60% ne la prenaient pas. Donc, vous voyez aussi qu'il y a une variabilité. Deuxième chose, quel est le niveau de compliance du malade? Alors, on y reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'il prend vraiment son traitement ou pas? Et donc, on voit bien que cette gestion de la donnée, ce soubassement économique des décisions, va assez vite arriver derrière la gestion de la donnée et de la corrélation. Donc, un des risques de l'IA pour la médecine, c'est la déshumanisation, mais la déshumanisation financière aussi. Il faut bien faire attention à ça. Pensez à ce que, sans faire de politique aucune, les médecins que nous sommes vont vous dire qu'on a clairement vu, et ça a été démontré au Canada, que l'extension du domaine de l'euthanasie a permis au plan de santé canadien de faire des économies la première année qui avoisinaient les 27%. Donc on voit bien que cette question qui peut se traiter d'un point de vue moral n'est pas qu'une question morale et que ce que je suis en train de vous dire sur l'intelligence artificielle et les flux financiers, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est là où on va venir, si j'ose dire, sur la médecine des LLM. Alors, c'est quoi les LLM? C'est le fameux chat GPT. Le fameux chat GPT, c'est simplement une technique qui était disponible sur les étagères de Google. Hein. C'est Google qui l'a inventé. D'ailleurs, vous avez eu un mea culpa très hypocrite du concepteur qui s'appelle Jeffrey Hinton, très hypocrite du système en disant « Oh, mais j'aurais vraiment pas dû l'inventer ». Ça fait quand même 7 ans qu'il l'avait dans les mains. Donc, on peut penser que ce garçon n'est pas totalement sincère. Qui ensuite, parce que des ingénieurs se sont dit « c'est quand même dommage », Google l'avait laissé sur ses étagères en disant éthiquement, on ne sait pas très bien comment gérer cet aspect-là des choses. Il ne nous paraît pas urgent de sortir une intelligence artificielle générative. Alors, ça s'appelle LLM parce qu'en fait, ces intelligences artificielles qui ne sont pas des intelligences artificielles prédisent ce qui va se passer. Vous savez, vous avez des gens qui lisent extrêmement vite parce qu'ils lisent 4 mots plus loin. En fait, leur cerveau enlève tout ce qui n'est pas utile, c'est-à-dire les adverbes, les virgules, les compléments, et reconstitue après la charpente du texte. Et bien finalement, une LLM, ça fait la même chose que des gens qui font de la lecture rapide, qui ont le don de faire de la lecture rapide. Vous verrez que ça va changer de nom, ça va passer de LLM à COT, c'est-à-dire Chain of Thought, c'est-à-dire la chaîne des pensées, parce que cette prédiction s'améliore avec le temps et que cette chaîne des pensées va être capable de lire les modes d'emploi IKEA, ce qui est une bonne nouvelle pour moi, mais ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'humanité, puisqu'elle pourra interpréter un certain nombre de choses et que là, alors je reviens pour en parler quand vous voulez, mais c'est la question de la vérité qui est une question compliquée dans la gestion de ces intelligences artificielles. Si on les utilise en médecine, vous comprenez bien qu'on va les utiliser. Une intelligence artificielle ne vous écoute pas. Elle n'a pas la manière, elle ne regarde pas qui vous êtes. Le neurologue que je suis va vous dire que si vous avez un syndrome parkinsonien, si vous êtes parkinsonien, quand vous vous levez du fauteuil de la salle d'attente, je sais que vous êtes parkinsonien. Parce que vous vous levez d'une certaine manière, parce que vous vous tenez d'une certaine manière, parce que votre corps s'exprime d'une certaine manière, et que parce que comme vieux neurologue que je suis, j'ai vu des milliers de Parkinsoniens, et donc je sais que vous l'êtes. Je le sais parce que j'ai l'expérience clinique. La LLM ne le sait pas. Et donc, en fait, ces intelligences artificielles vont utiliser d'autres systèmes, parfois complémentaires de ce que je vois, mais parfois elles vont dire des grosses bêtises. Deuxième problème, l'équipe à laquelle j'ai la chance de participer a fait tourner des LLM sur des diagnostics médicaux. Et alors, vous savez, quand les médecins parlent entre eux, ils parlent toujours, c'est un petit peu comme les juristes américains, ils parlent toujours avec des références bibliographiques. C'est-à-dire que comme notre métier est peuplé d'histoires de chasse, on a des références bibliographiques. Ces références bibliographiques nous permettent d'avoir des données constantes ou de nous référer à ce qui s'est déjà passé. Eh bien, dans GPT 3.5, qui est la version antérieure, et dans GPT 4 maintenant, 3.5 c'est 34, c'est 20%. 20% des références bibliographiques qui sont en bas de l'article sont soit fausses, soit totalement inventées. Vous comprenez bien toute la difficulté qu'on a, nous, c'est-à-dire quelle est la fiabilité d'un système de corrélation qui non seulement fait de la corrélation, dont on ne maîtrise pas la corrélation, mais qui en plus crée des avatars faux de corrélation. Je vous laisse avec ça, mais c'est un peu compliqué de gérer cette chose-là. Donc, quand on vous explique que vous allez parler à une LLM et qu'elle va vous soigner, la réponse que je vais vous donner est c'est un risque que vous prenez. Le risque est d'autant plus important que quand vous parlez à une LLM, vous parlez à quelqu'un, la LLM n'est personne. Ça n'est pas quelqu'un qui vous parle. C'est une machine qui a été programmée par quelqu'un. Donc la personne à qui vous parlez a un objectif.
Vous savez, il y a un bouquin absolument incroyable, enfin absolument génial, qui date d'il y a 3-4 ans, qui a été écrit sur les algorithmes par une mathématicienne euh, américaine qui s'appelle Cathy O'Neill. Cathy O'Neill, elle était animée au départ par une idée de bien commun, et donc elle rentre chez un assureur automobile américain, Prudential, je crois, euh, pour, avec une idée, qui était une excellente idée, qui était est-ce que si je discrimine qui va avoir les accidents les plus graves, je peux augmenter la prime des gens qui ont les accidents les plus graves et réduire la prime de ceux qui n'ont jamais d'accident. Et elle s'était aperçue dans les quartiers pauvres de New York, parce que les gens avaient des voitures peu puissantes et qu'ils y tenaient parce que c'était le moyen qu'ils avaient pour aller travailler, il y avait peu d'accidents. Et donc, elle détermine un algorithme qui marche très bien et qui est tout à fait capable de prédire le taux d'accidents graves chez les conducteurs et donc éventuellement la fourchette d'adaptation des tarifs. Et puis, 4 mois ou 5 mois après, elle s'aperçoit que rien n'a été fait et que les primes d'assurance sont toujours beaucoup plus chères dans les quartiers pauvres que dans les quartiers riches, ce qui va à l'inverse des résultats qu'elle a trouvés. Alors, elle va râler de manière importante auprès du responsable de l'assurance, qui a cette réponse absolument parfaite, qui dit, attendez, vous êtes très gentil, ma grande, mais en fait, je n'ai rien fait parce que mon seuil de rentabilité, parce que les pauvres, parce qu'ils sont la tête sous l'eau, ne changent pas de contrat d'assurance même quand ils sont trop chers, alors que les riches qui ont les capacités et la capacité de déléguer ça changent de contrat d'assurance tout le temps. Je gagne donc beaucoup mieux ma vie avec les pauvres qu'avec les riches. Et moi, je sers des assureurs et des résultats financiers. Si j'applique votre algorithme, je me fais virer et il garde le système d'avant. Elle était allée dans une compagnie d'assurance pour faire du bien commun et la compagnie d'assurance américaine n'était pas là pour faire du bien commun. Donc on voit bien que dans l'objectif de ces machines qui sont programmées pour faire quelque chose, le programme n'est pas la qualité du soin, ou le programme n'est pas l'humanité. Permettez-moi de m'en prendre à Doctolib. Vous pouvez regarder parce que c'est presque une parabole de ça. L'essentiel des gens vont vous dire non mais c'est formidable Doctolib, je peux prendre rendez-vous quand je veux dans la journée, y compris dans la nuit à 3 heures du matin. Donc, vous avez un certain nombre de gens d'ailleurs qui prennent leurs rendez-vous médicaux à 3 heures du matin. Je dois vous avouer que ça nous fascine toujours, parce que finalement, n'y a-t-il pas d'autre chose que de prendre un rendez-vous médical à 3 heures du matin quand on a une insomnie, mais je vous laisse aussi, c'est une question dont on peut débattre assez longtemps. Quel est le rationnel de Doctolib au départ, de Doctolib ou de Maya ou de Care, hein, c'est pareil. C'est de dire aux médecins, parce que regardez comment ça se passe, je vais vous donner un système de réservation automatique. Ce système de réservation automatique, vous allez me le payer. Alors déjà, c'est un concept un peu particulier, puisque vous vendez l'agenda du médecin et c'est lui qui paye. On vous prend votre montre et vous achetez l'heure. C'est déjà un peu compliqué. Mais je ne voudrais pas que vous y voyiez un raisonnement syndical. Je continue ce que je dis. Mais comme ça, vous pourrez vous supprimer vos secrétaires médicaux et donc faire de la réduction de coûts. Donc l'objectif initial de Doctolib n'est pas de rendre service aux patients. L'objectif initial de Doctolib est d'améliorer la marge de rentabilité des médecins. Pas pareil. Et en fait, cette marge de rentabilité des médecins, cette promesse n'a pas été tenue, puisque les médecins se sont assez vite aperçus que le système était très déshumanisant et que, pour l'essentiel d'entre eux, soit il fallait qu'ils aient une secrétaire à côté de Doctolib, soit il fallait qu'ils aient des plateformes à minima. Et donc, il y a très peu de médecins qui n'ont que des accès en Doctolib, et ces accès Doctolib sont très déshumanisants. Vous avez un souci, vous avez une urgence, vous ne pouvez pas joindre votre médecin qui regardera sa plateforme quand il aura le temps. Eh bien, vous voyez bien, sauf que les médecins ont été obligés de repayer des secrétaires des plateformes, donc en fait, ils n'ont rien gagné. Qui a gagné? L'opérateur de corrélation qui, lui, a des données de santé qu'il fournit aux assureurs. Donc, vous voyez bien où est le système. Et vous voyez bien que la gestion de la donnée de santé, données aussi simples que des rendez-vous, qui disent beaucoup de choses de vous. Hein. Souvenez-vous des vétérans américains et des trajets en taxi et du nombre de rendez-vous qu'ils avaient, qui disent beaucoup de choses. Donc vous voyez bien que ces opérateurs ne sont pas... La gestion de l'intelligence artificielle, elle est faite par des gens qui sont essentiellement, dont l'objectif principal est le flux financier, on en pense qu'on en veut, mais l'objectif est le flux financier et pas la qualité ou l'humanité des soins. Donc, faire très attention à la généralisation de ces choses-là. De même, quand vous parlez, si vous avez déjà initié un système d'utilisation des fameuses intelligences artificielles génératives, quand vous posez des questions et que vous précisez, alors d'abord, ça nécessite une culture générale bonne, moins vous parlez bien, moins votre grammaire est bonne, moins la réponse sera précise.
La deuxième chose, c'est que quand vous parlez à ces machines, vous avez l'impression de parler à quelqu'un, cette personne vous espionne. Je vous encourage tous, si vous avez un smartphone de dernière génération, à expliquer à haute voix devant votre téléphone, qui normalement ne vous écoute pas, et je ne suis pas complotiste, hein, je le dis, la Terre n'est pas plate chez moi, mais euh, à expliquer devant votre téléphone que vous avez toujours rêvé de faire un voyage à Fatima ou à Faro. Regardez le nombre de publicités ciblées le lendemain que vous aurez soit sur votre mail, soit sur les réseaux sociaux, vous proposant un voyage à Faro ou à Fatima. Alors, je l'ai fait hier soir. Là, je dis Fatima. Demain, j'ai des mails pour Fatima. Aujourd'hui, j'ai eu des mails pour Faro. J'avais une réunion d'intelligence artificielle. On a démontré, tout le monde a eu des mails pour Faro. Ça dépend de votre téléphone, ça dépend du paramétrage que vous avez fait pour votre téléphone, mais ces moyens sont des moyens qui permettent de rentabiliser le flux et de vérifier où vous en êtes. Ça peut être un bon moyen de sécurité. Encore une fois, si je reprends le bracelet qui surveille votre rythme cardiaque, s'il prévient si vous faites un infarctus, c'est une excellente chose. Mais souvenez-vous, comme le dit François Sureau, que la liberté n'est jamais associée à la sécurité et inversement. Ce sont deux éléments antinomiques. Et quand on vous vend de la sécurité, on ne vous vend pas ni de la qualité du soin, ni forcément de la liberté. J'arrête avec la donnée. On va aller un tout petit peu plus vite avec les deux systèmes suivants. Rassurez-vous, hein, parce que vous allez pouvoir vous en tirer à un moment. La première chose, c'est la robotique médicale. Alors, vous allez avoir un essor extrêmement important, en particulier dans… je vous montre juste les problèmes, j'effleure les problèmes, parce que ça, il faudrait qu'on en reparle plus longtemps. Vous avez un certain nombre de choses qui vont s'automatiser. À l'heure actuelle, par exemple, des parkinsoniens en fin d'évolution, on est capable de donner des traitements antiparkinsoniens avec des pompes qui les injectent directement à l'intérieur des artères, ce que votre estomac ne permet pas, et ces pompes permettent un bien meilleur équilibre de votre Parkinson. Donc cet équilibre de votre Parkinson est extrêmement intéressant. Pour autant, vous pouvez avoir des systèmes qui sont des systèmes plus préjudiciables, comme par exemple les pacemakers. Alors, on cite toujours l'exemple de Dick Cheney. Dick Cheney, c'était le vice-président de George Walker Bush. C'était aussi celui de son père, je crois. Et Dick Cheney, il avait, je ne sais pas s'il est toujours vivant, il avait un pacemaker compliqué. Eh bien, durant toute sa vice-présidence, Dick Cheney a eu les fonctions de réglage de son pacemaker désactivées, de manière à ce que le pacemaker ne puisse pas être hacké et on ne puisse pas lui provoquer un infarctus. Donc, vous voyez que la robotique et l'informatique médicale, c'est quelque chose qui n'est pas forcément si simple que ça. La deuxième chose, c'est que on a de formidables progrès, par exemple, pour faire remarcher les paraplégiques. Il y a une publication qui date d'aujourd'hui, qui est l'équipe du Polytechnicum de Lausanne et de Grenoble, qui a fait remarcher 5 paraplégiques avec des boîtiers qui sont mis au milieu de la moelle épinière. Formidable. Et le neurologue que je suis va vous dire que c'est absolument formidable. Pour autant, il faut faire aussi attention à cette chose-là, parce que quelles sont les étapes intermédiaires? Alors, ce sont des questions. Hein. Je vais vous laisser certainement avec un peu de perplexité, mais pour vous montrer que la situation n'est pas simple, vous avez depuis 7-8 ans de ça un scientifique de très haute volée, un informaticien de très haute volée qui s'appelle Kevin Warwick. Kevin Warwick, c'est le type qui pense qu'il sera le premier cyber, c'est-à-dire homme-machine de l'humanité. Kevin Warwick, il est professeur d'informatique et de cybernétique à l'université de Reading, à l'est de Londres. Il a créé un bras articulé complet, c'est-à-dire qu'il a un troisième bras qui réagit à son cerveau exactement comme les deux autres bras. Ce bras articulé complet est même capable de prendre les clés sur la table lorsqu'il est à Boston et que le bras est à Reading. Ça a été fait avec des moyens de transmission informatique Internet. Comprenez bien que si vous avez un accident de moto, que vous n'avez plus de bras et que je vous remets un bras articulé complet qui marche exactement comme votre bras, sauf que je dois le rebrancher de temps en temps, c'est quand même un progrès fantastique. Oui et non. Alors oui, c'est un progrès fantastique, mais si vous rentrez, c'est Daniela Shriki, qui est celle qui a la chaire d'anthropologie du Polytechnicum de Lausanne, qui raconte ça. Elle est allée travailler avec lui pendant 3 ans. Vous avez, pour pouvoir déterminer ce bras articulé complet, Kevin Warwick a créé deux robots aspirateurs. Ce pas des robots aspirateurs, mais ça y ressemble, pour faire les interfaces entre l'homme et la machine. Le premier est un robot dans lequel il a mis un cerveau de mouton dans un bain nutritionnel avec une machine. Et le deuxième, ce sont des pièces opératoires de cerveau d'homme de service de neurochirurgie et la machine. Donc, il a créé des chimères homme-machine sous forme de robots aspirateurs, ce qui pose quand même, je ne rentrerai pas dedans, mais ce qui pose quand même un certain nombre de questions
importante morale et enfin de théologie morale importante. Vous voyez aussi que ce sont des appareils qui valent cher, ce sont des réglages qui valent cher, et donc on va retrouver cette question qui est une question gnostique, j'y reviendrai tout à l'heure par excellence. Vous êtes vieux, vous êtes pauvre, est-ce que je vous mets la machine? Et est-ce que je ne vais pas juste faire un tableau en regardant, c'est-à-dire vous avez 80 ans, vous êtes paraplégique, une machine vaut, je ne sais pas, 40 000 euros, vos coûts de fonctionnement de 80 ans à 86 ans, à 90 ans sont de 60 000 euros, ce sont des chiffres qui n'ont pas de réalité. Hein. Vous coûtez donc 100 000 euros, est-ce que j'investis 100 000 euros sur vous ou est-ce que je les mets ailleurs? Et donc, on va dans cette course à la il faut se méfier, il faut mettre des garde-fous si on peut les mettre. Ça, j'en suis pas totalement persuadé, mais il faut au moins regarder ça. La deuxième chose, c'est qu'on vous vend aussi, encore une fois, l'effet magique d'Arthur Clarke. Par exemple, Elon Musk a expliqué qu'il allait mettre des implants. Alors, au départ, les fameux implants Neuralink à l'intérieur du cerveau, dont le rationnel est le même, c'est-à-dire de faire remarcher des paraplégiques, de permettre à des gens qui sont paralysés des bras et des jambes, donc des tétraplégiques, d'ouvrir les portes, etc. Sauf que Neuralink a aussi pour but non aiguisé d'augmenter la puissance de votre cerveau et en particulier de rajouter des barrettes de mémoire comme dans votre ordinateur. Neuralink vient de se faire sévèrement houspiller par l'autorité de régulation américaine parce que les macaques chez qui ils ont implanté leurs électrodes ont tous fait des méningites graves et un certain nombre sont morts. Donc vous voyez bien que ce n'est pas si simple et que cette numérisation du corps pose un problème de sécurité et de coût. Il y a une deuxième voie qui est l'impression 3D. Alors, on est d'ores et déjà capable d'imprimer de l'os, c'est très facile et c'est déjà fait en pratique courante, des reins, des cœurs. Alors, le cœur fait juste une petite taille, celle de mes doigts, qu'on est capable de faire à l'heure actuelle pour des raisons de limite technique, mais on sera capable de le faire. Et donc, on est capable d'imprimer les organes. Et si je prends des cellules souches qui viennent de vous, je suis capable de vous réimprimer un rein ou un cœur. Fantastique si vous avez fait un infarctus, puisque si je vous mets votre propre tissu cardiaque, en fait, je sais guérir l'infarctus du myocarde, ce qui est déjà énorme. Déjà plus compliqué si je fais des organons de cerveau et que je le mets à l'intérieur de votre cerveau, parce que le cerveau, il est pré-câblé. Alors, je sais bien que ce n'est pas quelque chose qui, dans l'ère de la philosophie actuelle et de l'autodétermination, est facile à entendre, mais le neurologue que je suis va vous dire que votre cerveau est pré-câblé. On va faire un tout petit tour. Vous prenez un bébé qui vient de naître, il a quelques minutes et vous l'installez sur une table. Vous prenez, c'est pas de la torture, hein. Vous prenez, ça a été fait plusieurs fois, vous prenez un sac dans lequel vous avez des boules bleues et une boule jaune. Et vous allez sortir du sac de manière extrêmement régulière des boules bleues. Et puis à un moment, vous allez sortir la boule jaune. Vous pouvez, alors ça se voit très bien, mais vous pouvez l'enregistrer en mettant des petites électrodes de surface sur le crâne du bébé. Le bébé va être surpris. Si le bébé est surpris, ça veut dire qu'il est capable de faire des probabilités. Donc, quelques minutes après la naissance, le bébé est capable de faire des probabilités. Vous comprenez bien qu'il n'a pas appris les probabilités au moment de la naissance. C'était un très gros effort et il n'avait pas le temps de le faire. Donc, ça veut dire que le cerveau est pré-câblé pour faire des probabilités. Il y a peu de chances qu'en intra-utéro, il ait joué avec des systèmes mathématiques de probabilité. Donc, on voit bien toute la limite qu'il y a dans l'analyse du vivant et dans le fait de prédire et d'utiliser ces systèmes d'augmentation, ou ces systèmes d'amélioration du système du système biologique, c'est la boîte de Pandore, on ne maîtrise pas tout. Il y a des systèmes qui sont des systèmes d'aide et d'assistance qui sont très bien, hein, parce que l'augmentation du corps humain, tous les gens ici qui ont des lunettes augmentent leur corps humain, parce que finalement, si moi je retire les lunettes, je ne vous vois plus et je ne suis plus capable de lire. Ça reste un système d'augmentation, mais je répare quelque chose. Maintenant, Kevin Warwick, quand il fait son bras articulé, dit « je répare les gens qui n'ont plus de bras ». Mais à quel prix? En passant par des chimères. Donc, vous voyez que c'est un domaine qui est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, avec une espèce de continent submergé sous-marin qui est en Chine et dont on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Et donc, vous voyez bien que cette histoire est une histoire plus compliquée qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'on vous montre le côté positif, mais il y a des tas d'étapes intermédiaires et des tas de contraintes qui ne seront pas forcément si simples que ça dans l'impression du vivant. La dernière chose dans l'impression du vivant, puis après je sors de là, c'est que, pour citer Fabrice Adjadj, est-ce que nous ne viendrons pas à un magasin de pièces détachées? Et on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tant que je peux réparer votre cœur, votre rein, votre cerveau, etc., je le fais. Et puis à un moment,
parce que la machine sera trop vieille, parce que la tuyauterie, c'est-à-dire vos artères et vos veines, seront trop vieilles, etc., je ne pourrai plus le faire. Auquel cas, si je deviens une espèce de voiture dont je peux réparer les organes essentiels, est-ce que je n'aurai pas la fin de vie des voitures? C'est-à-dire qu'à un moment, elle n'est plus réparable, elle part à la casse. Et quelle est la définition qu'on donne du handicap, d'un certain niveau de fragilité ou d'un certain niveau de dépendance? Est-ce que c'est encore acceptable dans ce cadre-là? Enfin, la dernière chose, c'est la blockchain. Alors là, il faut vraiment qu'on y passe 1 heure ou 2 heures. C'est plus compliqué. Cette histoire de blockchain, c'est en fait une sécurisation de la transmission. Alors, l'application en médecine, elle est la transmission des examens, la transmission des courriers et la transmission des ordonnances. Parce qu'un des problèmes qu'on a à l'heure actuelle, c'est le départ vers l'Afrique de médicaments qui sont détournés de leur usage par des réseaux mafieux qui font du trafic de médicaments, qui vendent aux Africains fort cher et avec des médicaments plus ou moins frelatés. Ça rapporte des milliards d'euros et ça tue des millions de personnes. Donc, un moyen d'éviter ça, c'est de retirer le papier et que votre médecin appuie sur des touches et par blockchain transmettre directement l'information à la pharmacie. Et le pharmacien récupère l'ordonnance, vous n'y êtes pour rien. Alors, c'est bien puisque ça évite le trafic des médicaments. Mais vous comprenez bien que la relation de confiance entre le médecin et le malade, si je ne vous donne pas l'ordonnance parce que vous allez trafiquer l'ordonnance, je considère que je ne peux pas vous faire confiance. Or, je peux faire confiance à 90% des malades. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui détermine la confiance qu'on peut vous faire, c'est le système qui détermine qu'on ne peut pas vous faire confiance. Si on ne peut pas vous faire confiance, on ne peut pas vous responsabiliser. Est-ce que vous pensez réellement qu'un toxicomane en manque de toxiques va se laisser avoir par de la blockchain? De manière évidente, non. Que vont devenir les aides de pharmacie? C'est-à-dire que finalement, les préparateurs, je ne trouvais pas mon mot, excusez-moi, que vont devenir les préparateurs de pharmacie? Un préparateur de pharmacie, si vous avez une commande qui arrive automatiquement, vous pouvez réduire considérablement le nombre de préparateurs de pharmacie. Ce serait considéré qu'un préparateur de pharmacie, c'est quelqu'un qui va chercher les boîtes dans les étagères et vous les donne. Or, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une étude américaine, vous savez, vous avez une anomalie cardiaque qui s'appelle l'arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire. Ça veut dire que votre cœur est un système de pompe assez complexe avec une petite pompe qui pompe dans une grosse pompe et qui envoie le sang. Cette petite pompe peut faire n'importe quoi, se mettre à battre à des vitesses très, très anarchiques et donc créer des caillots. Et donc ce caillot part de la petite pompe, l'oreillette, vers la grosse pompe, le ventricule, est expédié dans la circulation générale et va vous faire une embolie pulmonaire, un accident vasculaire cérébral, un infarctus ou toute autre joyeuseté du genre. 30%, il y a l'étude d'il y a 10 ans ou 15 ans, je crois, ils ont regardé, donc on vous donne un anticoagulant qui vous sauve la vie. Si vous ne le prenez pas, vous prenez un gros risque. Eh bien, 30% des Américains sous anticoagulants ne prenaient pas leur traitement, ce qu'on appelle la compliance. Et les Américains ont un système tout à fait particulier de pharmacie, qui sont des pharmacies en libre service, avec simplement une espèce de petit comptoir derrière lequel on leur explique à minima. Et donc, il n'y a pas de préparateurs en pharmacie, très peu de préparateurs en pharmacie. Eh bien, vous voyez bien que la compliance des Américains est de 30%, la compliance des Européens qui ont des préparateurs en pharmacie, elle est de 5%. 25% de différence pour une maladie qui est dangereuse et mortelle éventuellement. Donc, l'automatisation des moyens, c'est aussi la déshumanisation des moyens, et cette déshumanisation est plus compliquée. La deuxième chose, c'est que avoir une ordonnance automatique et aller chercher son médicament à la pharmacie dans un distributeur, parce qu'il ne faut pas se leurrer, à un moment, il y aura des distributeurs de médicaments. Qu'est-ce qu'on fait des gens âgés qui ne comprennent rien? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas les moyens intellectuels, c'est-à-dire en bon français, les vieux, les pauvres? Est-ce qu'on considère que c'est une marge d'ajustement? Et en fait, le problème de la numérisation, c'est ça aussi, c'est-à-dire que si la numérisation est un outil de sécurisation d'ordonnance pour éviter le trafic et que des milliers d'Africains ne meurent de complications de médicaments frelatés, c'est une excellente chose. Mais il ne faudrait pas que cette explication obère totalement le fait qu'on sauvera peut-être des millions ou des milliers d'Africains, mais on sacrifiera peut-être des milliers de gens localement parce que la compliance ou parce que l'accompagnement ne sera pas fait.
Dernière question, une question très à la mode. Quel est le coût écologique de ces choses-là? Parce que c'est très bien de mettre des serveurs, c'est très bien de mettre du numérique, mais je vous rappelle qu'un cerveau de médecin, d'infirmière, d'aide-soignante ou d'agent de service hospitalier, c'est un truc qui consomme entre 2 et 3 grammes de sucre par jour et entre 4 et 6 litres d'oxygène par jour. Et qui fait le boulot d'une intelligence artificielle qui, elle, avale une centrale nucléaire quasiment tous les matins. Donc, en fait, le problème, c'est aussi ça. Quelle est notre tolérance écologique à ces systèmes? Ces systèmes vendus comme parfaits ne le sont pas, et ces systèmes ont un coût, et ont un coût écologique aussi. Donc, si ça améliore le système, si on est capable d'organiser une coordination entre les deux systèmes, c'est très bien. Si on n'est pas capable d'organiser cette coordination entre les deux systèmes, eh ben, je pense qu'il faut qu'on s'en méfie un petit peu. On a 20% d'imprévus en médecine. Cet imprévu n'est pas intégré, c'est de la causalité, c'est pas de la corrélation. Ça n'est jamais intégré de temps. Le fait d'avoir des jumeaux numériques, des cabines ou des choses dans ce style-là, c'est très bien si ça reste des outils, mais ça n'est pas très bien si c'est quelque chose qui prend le pas. C'est-à-dire que est-ce qu'on a des personnels de santé qui sont les servants de la machine? C'est une tendance actuelle que vous êtes en train de voir se développer. Et c'est d'ailleurs assez fascinant de regarder les gens. Il n'y a absolument aucune politique dans ce que je vais vous dire là, mais vous avez des réactions extrêmement importantes pour tout le sujet des retraites et pas des réactions très, très importantes pour ces sujets médicaux qui sont finalement des sujets majeurs, puisque finalement, est-ce qu'on va accepter l'automatisation du système, la désimmunisation du système et le calcul de rentabilité du système qui reste un problème extrêmement important. Vous comprenez bien que si je suis en retraite à 62 ans mais que j'ai un système médical automatisé qui fait qu'au lieu de vivre jusqu'à 75, je vais vivre jusqu'à 62 ou 64 ou 65, le combat, il est à pondérer en fonction de l'espérance de vie et en fonction de l'évolution numérique de la société. Je vais vous raconter une petite histoire pour terminer, parce que c'est une histoire parfaitement imprévisible. Moi, je suis toujours, hein, mais j'étais à l'époque neurologue spécialisé. Une de mes attributions était de gérer les maladies de Charcot, qui est une croix relativement importante, autrement appelée sclérose latérale amyotrophique. Et on avait une dame toute simple qui était cantinière dans une cantine d'une grande entreprise qui était en train de passer sous la houlette d'un des géants des cantines. Ça se passait pas bien. Et elle avait une espèce de pathologie neurologique qui n'était pas uniquement psychologique. On pouvait penser qu'il y avait une petite participation psychologique, mais pendant 6 mois, on a ramé en cherchant sa maladie. Et puis le monstre est apparu, c'est-à-dire la maladie de Charcot est apparue. Et elle a une maladie de Charcot qui est arrivée malheureusement rapidement, qui l'a dégradée extrêmement rapidement. Et un jour, moi j'avais quitté mon poste à l'hôpital au mois de décembre, mais je continuais à collaborer la structure et je suis parti en week-end. Elle est arrivée un vendredi. Son médecin m'a appelé en me disant il faut absolument la reprendre. Elle est arrivée sur un brancard. Je me souviens, elle était dans une salle de radio parce qu'on n'avait pas d'autre endroit pour stocker le brancard à l'endroit où j'étais. Et elle était mourante, elle était agonisante. Et donc j'ai appelé la personne qui avait pris ma succession, qui est maintenant médecin à Bordeaux, et à qui j'ai dit, enfin Stéphane, aide-moi, prends-la en charge, elle va mourir chez toi. Puis je suis parti en week-end. Je suis revenu le lundi et le lundi, il y avait des post-it plein l'endroit où je devais travailler en disant est-ce que tu peux remonter voir Madame Machin? Et donc je remonte voir Madame Machin et à ma grande surprise, elle allait beaucoup mieux. Et puis pendant 2 ans, elle va s'améliorer de manière considérable. Elle ne gardait qu'un petit problème pour parler. Alors vous comprenez bien que la pauvre dame, qui était d'une patience d'ange, a subi pendant 2 ans des examens extrêmement serrés parce que si nous avions la réponse de comment a-t-elle guéri, nous pouvions éventuellement nous dire que nous allions trouver un traitement pour la maladie de Charcot et sauver tous ces gens qui étaient très malades. Elle s'y est prêtée avec une grâce absolument incroyable. Et puis, un jour, elle est arrivée dans mon bureau en me disant, je viens vous dire au revoir. Enfin, je viens vous dire adieu. Vous avouez que c'était pas la première surprise qu'on avait avec elle, donc je l'ai regardée en lui disant est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu parce que là je suis un peu perdu. Elle a dit écoutez, au moment où j'allais mourir, mes enfants ont été très brouillés. Je j'ai dit je suis très croyante, j'ai dit je voudrais que écoute, je veux bien venir te retrouver. J'ai dit à Jésus, je veux bien venir te retrouver, mais
moi, partir, ça ne me pose pas de problème, j'aimerais qu'ils se réconcilient, ça peut pas, voilà, vraiment, ça me rend triste. Elle dit, j'ai senti une espèce de chaleur et j'ai récupéré à partir de ce jour-là. J'ai dit, alors? Elle me dit, ben alors, le repas de réconciliation a eu lieu la semaine dernière, je peux partir. Elle était morte de sa maladie 1 mois après. Alors, j'ai vu un miracle en live, un miracle temporaire, mais un miracle en live. Hein. Lazare est bien mort après avoir été ressuscité, enfin réanimé ou ressuscité par Jésus. Mais vous voyez bien que ça, c'est absolument imprédictible. Cette causalité, elle est indétectable par la machine. Et donc, ne ramener le soin et le numérique qu'à de la causalité est quelque chose qui est, à mon avis, aléatoire. La machine est une excellente machine. Elle peut nous permettre de faire des progrès médicaux considérables, et en termes de gestion des malades, de la donnée des malades, et en termes de gestion de la sécurité de ces ordonnances, et en termes de gestion de sa maladie, si l'impression 3D nous permet de réparer des cœurs, de réparer des reins, voire même, ça j'y crois pas, mais de réparer des cerveaux pour des raisons électriques dans lesquelles je ne rentrerai pas. Mais elle ne le sera que si elle reste un outil et qu'elle ne vient pas le critère déterminant à la base, c'est-à-dire que ce critère qui va avant le critère humain et qui risque d'être un critère purement financier. Voilà, je vous remercie. J'ai fini. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation assez bien chargée, mais très intéressante, avec tout ce qu'on a entendu et toutes les pistes que vous nous avez données de réflexion, en fait. C'est ce qui est intéressant, c'est ces pistes de réflexion vis-à-vis de cette évolution rapide dans ce domaine. Là, je pense qu'on va prendre un peu de temps de, voilà, de questions-réponses, s'il y en a. J'espère qu'il y en a, parce que quand même, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes qui ont été données. Je vous laisse la parole, soit levez la main, soit faites-moi signe, je vous donne la parole comme ça, pour qu'on puisse un petit peu discuter autour de ces sujets. Bon, c'est passionnant. Heureusement qu'il y a des podcasts, mais il faut que je réécoute tout. Il y a trop de choses, il y a trop d'infos. Mais c'était passionnant. Hein. Merci beaucoup, docteur. Merci. Franchement, j'ai presque envie d'écrire un roman de science-fiction. C'est épatant. Bah, allez-y, allez-y. Hein, j'ai pas ce don-là. Mais je savais la perversité déjà des algorithmes avec Google. On ouvre une fenêtre sur un frigidaire, on est inondé de propositions de frigidaire achetés dans la minute qui suit. Donc ça, je connais toute la perversité de ce système, mais je ne pensais pas que dans la médecine, il y avait aussi cette... mon Dieu. Bon, enfin, c'est toujours une question de rentabilité. Hein. On en est là. En fait, c'est une question, c'est facile parce que nous sommes constitués à 80% d'habitude. C'est-à-dire qu'un être humain fait toujours la même chose dans 80% des cas. C'est pour ça que l'algorithme de Google des vétérans est capable de prédire aussi précisément que ça. C'est parce que notre vie est faite d'habitudes. Ce sont des habitudes inconscientes, mais ce sont des habitudes. Et donc, structurellement, c'est très facile d'observer nos habitudes. Et si je maîtrise ces habitudes, la machine va donner l'impression d'être intime avec moi-même, de bien me connaître. En fait, elle ne connaît que mes habitudes, elle ne me connaît pas bien, c'est pas pareil. Bonjour Jean-Vincent. Je voudrais saluer les médecins qui sont parmi nous ce soir. Il y a aussi Bonjour. Jean-Vincent Vinon, notre ami qui est là, qu'on Bonjour a vu. Grégoire, bonjour Maroun, bonjour tout le monde. Alors moi, il y a une chose, j'étais capable de prédire toute la quantité, pas ce qu'il allait dire, mais la quantité de paroles qu'allait nous donner le docteur Hinzelin aujourd'hui, parce que je le connais comme depuis très longtemps. Et en effet, il est même plus bavard que moi, c'est dire. C'est pas facile. Hein. Et Non, encore, j'ai réduit, Jean-Vincent. Je me doute. Moi, je peux éventuellement. Oui. J'ai noté deux petites choses. En fait, c'est tellement varié ce que tu as dit que c'est très difficile d'avoir des questions. Surtout, moi, j'ai noté deux trucs là, juste à la fin. On peut déjà parler d'une chose, notamment sur, par exemple, ChatGPT, parce qu'on y est actuellement. Moi, je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va être altéré, et ça va dans la déshumanisation que tu disais, c'est la confiance qu'on va avoir dans le médecin quand on va se présenter avec des symptômes, quand on va avoir une maladie qui va peut-être être diagnostiquée, quand on va aller voir le médecin. Et
moi, par exemple, je me permets juste d'ouvrir une petite parenthèse. J'ai fait un article voilà, sur. Donc, je suis anesthésiste en pédiatrie au CHU de Nantes et sur les complications que peuvent rencontrer les enfants au cours d'une anesthésie en chirurgie ORL. Bon, ok, c'est classique, voilà. J'ai fait mon petit plan, j'ai fait mes idées, j'avais tout noté. Très bien. Eh bien, j'ai demandé à ChatGPT quelles sont les complications périopératoires d'un enfant qu'on anesthésie en chirurgie ORL. Eh bien, il m'a quand même donné à peu près 70% d'idées que j'avais. Il y en avait que moi j'avais et que lui n'avait pas. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, n'importe qui veut avoir un renseignement, veut avoir un discours, et ça tu le disais très bien, veut avoir un discours, va aller voir ce genre d'engin. On va appeler ça un engin. Et le seul vrai problème, c'est que ChatGPT écrit particulièrement bien. C'est-à-dire qu'il a un style qui est quand même, moi, je trouve bluffant. Voilà. J'ai même demandé à ChatGPT si Spinoza était capable de faire en sorte que je fasse de la meilleure anesthésie pédiatrique. Eh bien, quand je vois la réponse, moi, j'ai été bluffé. Alors oui, il m'a dit que non, c'est pas tout de suite, mais quand même, non, c'était Nietzsche, pardon. Nietzsche. Et il m'a dit, oui, mais vous savez, alors Nietzsche n'était pas médecin, et puis c'était un peu ancien quand même. Mais il m'a dit, oui, mais la philosophie Nietzsche nous dit qu'il faut être ceci, ceci, cela, et que ça va bien rentrer dans la pratique de l'anesthésie. Et moi, j'étais scotché. Et quand les gens vont vouloir se renseigner sur la médecine, non seulement ChatGPT va peut-être dire des choses vraies, va dire probablement des choses fausses, mais le seul problème, c'est qu'il va le dire très bien. Et même s'il dit à la fin, allez voir quand même un docteur, parce qu'il le dit systématiquement, il parle tellement bien que si le médecin que l'on va voir est un petit peu plus rustique, est un petit peu plus rustre, et que les patients n'entendent pas ce qu'ils veulent, et bien à ce moment-là, la confiance vis-à-vis du médecin va franchement diminuer. Et ça fait partie des choses qui me fait peur. Alors oui, je pense que tu as raison. Après, c'est déjà quelque chose qui existe dans l'exercice de ville. Hein, moi, je vois des gens tous les patients qui rentrent dans mon bureau ont une sclérose en plaques. Alors, ils ne l'ont pas tous, hein, je vous rassure tout de suite, parce que l'incidence de la maladie n'a pas augmenté de manière considérable, mais ils ont tous tapé, j'ai des fourmis dans le bras droit, et donc le premier diagnostic qui sort, c'est sclérose en plaques. Donc, ChatGPT fait ça. ChatGPT parle très bien d'un point de vue grammaire parce que, en fait, la qualité de ChatGPT, c'est qu'il lit des textes très bien écrits. C'est un système qui pille des bibliothèques. Un des plus gros problèmes de ChatGPT, à notre sens, quand on travaille dessus, c'est que ChatGPT a pillé des bibliothèques constituées par des humains. Mais n'oubliez pas que depuis 6 mois, 20% des romans de gare écrits et vendus sur Amazon ont été écrits par ChatGPT. Donc, en fait, par des IA génératives. Et donc, en fait, on va se retrouver aussi avec le syndrome de l'aquarium et l'amplification des bêtises. C'est-à-dire que finalement, il va lire de plus en plus des choses qu'il écrit. Donc, il va fonctionner en circuit de plus en plus fermé. La machine va tourner de plus en plus vite et en termes de qualité de prise en charge médicale, il va amplifier les bêtises. Donc, il y a pour l'instant, à notre connaissance, et c'est là où je dis que la profession de foi de Jeffrey Hinton n'est quand même pas très sincère. Il ferait mieux, au lieu de dire j'ai créé un monstre, il ferait mieux de pondérer son monstre et de dire attention, le monstre que j'ai créé pille des bibliothèques, ce qui serait beaucoup plus exact. Mais comme je pille des bibliothèques, je pille des livres qui sont bien écrits, et donc je parle très bien, puisque je parle avec des auteurs classiques. Ça, c'est la première chose. Et je parle d'autant mieux que, comme de moins en moins de gens lisent des auteurs classiques, c'est d'autant plus facile de parler remarquablement bien. La deuxième chose, et tu as parfaitement raison dans ce que tu dis, c'est la question de la confiance. Mais le problème, c'est la question de la numérisation. C'est-à-dire que finalement, à un moment, j'ai accès à un médecin qui n'en est pas un, qui me parle très bien et qui va me soigner mieux que cet âne qui est au fond d'un bureau, qui est de mauvaise humeur et qui, lui, va me contrarier. C'est un truc qu'on connaît dans la robotique. Alors, il faut lire les derniers ouvrages de Laurence de Villers, mais elle le dit très bien. C'est-à-dire que finalement, on a la projection affective sur la machine. ChatGPT est mon médecin et mon médecin est meilleur que cette espèce de crétin qui est au fond d'un placard. Oui, mais si demain il y a une panne électrique, le crétin, il est plus fiable que ChatGPT. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que l'anesthésiste pédiatrique que tu es, avant que le robot anesthésiste ne fasse des anesthésies et ne gère les collapsus au milieu sur la table d'opération, il va se passer du temps. Pour faire plus court, avant que le robot plombier n'ait changé le siphon bouché de Madame Chambard, 85 ans, au 5e étage, qui a 2500 casseroles devant son siphon, il va se passer du temps parce que ça coûte cher.
Mais en fait, structurellement, c'est ça la question. C'est-à-dire que accorder sa confiance à une machine numérique, c'est déshumanisant. Mais clairement, on est dans une situation dans laquelle la virtualité et la déshumanisation est particulièrement claire. Pour vous affoler un peu, alors là, il y a de quoi écrire un roman, madame. Il y a des sociétés qui sont en train de travailler. Alors, je vous encourage à regarder. Je n'ai pas d'abonnement Netflix et je ne regarde pas souvent, mais les jeunes de l'équipe m'ont fourni des enregistrements, ce qu'il ne faut pas dire. Vous avez une série qui s'appelle Black Mirror, qui était aussi paradoxale, Netflix étant un des intervenants extrêmement importants du numérique, tenu par un des parrains du numérique qui s'appelle Peter Thiel, un type qui se fait transfuser 2 fois par mois du sang, une fois de jeune homme, une fois de jeune fille, pour garder sa jeunesse. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin de Dracula. Peter Thiel, il y avait une série qui s'appelait Black Mirror. Et dans cette série qui s'appelait Black Mirror, vous aviez une femme qui perdait son mari, à laquelle elle était extrêmement attachée, et qui avait un robot qui avait l'apparence de son mari et qui était nourri des données de son mari. Et les données de son mari étaient parfaites quand elle était en public, mais dès qu'elle était en privé, le robot était extrêmement décevant, parce que forcément, dans l'intimité, son mari ne passait pas son temps à raconter ce qui se passait sur un réseau social. Eh bien, c'était il y a 2 ans, hein, Black Mirror, ou 2-3 ans, eh bien, vous avez des sociétés qui veulent constituer ce qu'ils appellent des deathbots, c'est-à-dire des robots de la mort, qui remplacent, qui soient des IA génératives et qui vous parlent avec la voix du mort. Hein. Alors, pour le coup, les systèmes sont suffisamment performants pour prendre votre voix et vous faire dire absolument n'importe quoi, et ça depuis 2-3 ans. Donc, vous pouvez constituer des chatbots qui parlent avec vous, et c'est le mort, à partir des données qu'il a laissées sur les réseaux sociaux, qui parle avec vous. Mais vous comprenez bien que le mort, il va de plus en plus décevant, parce qu'il ne le vit plus, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, et que donc c'est exactement la pompe de l'aquarium, comme je vous le disais, qui va fonctionner dans ce cadre-là. Et vous avez des gens qui vont s'isoler avec un mort, qui les laissera figer, et ils mourront intellectuellement de discuter avec quelque chose, avec une statue. Donc, c'est un travers humain de projection affective. Je pense que la question, c'est la question de la confiance, mais c'est surtout la question de la projection affective. Je fais aussi confiance à mon médecin parce qu'il a une bonne tête. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui date d'hier. J'ai une vieille dame de 85 ans qui est arrivée dans mon bureau et qui m'a dit, vous savez pourquoi je vous ai choisi sur Doctolib? Non, parce que vous avez une bonne tête sur votre photo. Bon, je lui ai dit, écoutez, vous êtes très gentil, madame, mais globalement, c'est un critère de choix qui est un critère très humain, un peu aléatoire certes, mais qui est un critère très humain. Donc, on voit bien aussi que cette restriction d'humanité crée des détresses anxieuses et intellectuelles majeures, mais ça laissera sur le côté des gens qui vont décompenser de la pathologie psychiatrique à cause de ça clairement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions, commentaires? N'hésitez pas. On a parmi nous aussi Dr Alain et Dominique qui sont là présents euh, de Saint-Raphaël. Je vois un coup. Oui. J'ai une question. Est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà en fait, au début d'une ère de transhumanisme vraiment de façon concrète ou pas encore? Alors, oui et non. C'est bien, je fais une réponse d'homme politique. En fait, je crois que le transhumanisme n'existe pas. Je pense que le transhumanisme n'est qu'une vieille chose qui revient par à coup. Vous savez, quand le Christ est passé sur terre et qu'il est retourné au ciel, est apparue une hérésie très rapide, qui est la gnose, qui est la première hérésie, probablement la plus puissante, et qui, depuis, préside aux données d'un certain nombre d'êtres humains. Moi, l'exemple que je donne toujours quand on est en réunion, en particulier chez des gens qui ne sont pas sensibles au raisonnement philosophique, ce sont les cathares. Si vous prenez l'histoire des cathares, alors certes, ils ont été persécutés de manière un peu violente par le roi de France, mais à la base, le système cathare était un système de force. C'est-à-dire que vous aviez les purs dans les châteaux. Les purs dans les châteaux avaient un fonctionnement très intellectuel. Au-dessus d'eux planaient les éons, qui étaient une sorte d'anges, qui étaient des communications avec Dieu ou avec l'esprit supérieur, je ne sais pas comment ils s'appelaient. À mi-pente, vous aviez les gens qui aspiraient à devenir des purs habilités en blanc dans les châteaux en hauteur, avec une vie ascétique, mais qui ne travaillaient pas, qui n'avaient d'activité qu'intellectuelle. Et puis dans la vallée, vous aviez le vulgum pecus qui travaillait, et de toute façon, ça n'avait pas d'importance, puisque dans la vision gnostique des choses, ils n'étaient que des corps, donc ils étaient maudits. Et on retrouve cette dissociation entre l'esprit et le corps. C'est typiquement la vision numérique des choses, hein, c'est la vision kurzweilienne. Vous savez, Ray Kurzweil, ce patron d'une division de Google qui a été mis en avant. Alors au départ,
il y a un traumatisme psychologique, et on voit bien d'ailleurs le traumatisme de départ. Monsieur Kurzweil, le père de Ray, était un jazzman de génie, paraît-il. Alors, je suis nul en jazz, donc je ne vais pas vous dire, mais c'était un jazzman de génie. Et il est mort prématurément d'un infarctus du myocarde ou d'un cancer du poumon, je ne sais plus, à 45 ans, laissant son fils inconsolable qui a juré de faire revivre son père en téléchargeant une conscience sur une clé USB. Raisonnement gnostique absolument parfait. C'est-à-dire la mort de Laurent Alexandre, qui d'ailleurs qu'il est martionnite, qui est une hérésie gnostique typique, la mort de la mort, qui consiste à penser que nous sommes cerveau d'un côté et corps de l'autre. Alors je reviens sur ce que je disais de Marcel Proust, mais typiquement ça n'est pas le cas pour votre cerveau, mais cerveau d'un côté et corps de l'autre consiste à dissocier les choses. Donc la vision théorique qui préside, c'est la gnose, c'est-à-dire le cerveau d'un côté, qui est cette merveille qu'il faut préserver, et le corps de l'autre, qui n'est que ce véhicule qu'il faut changer, réparer ou jeter quand on doit le jeter. Donc, je pense qu'effectivement, un bout des choses qui président, et d'ailleurs parfois de manière très inconsciente, c'est les ingénieurs qui développent les techniques, c'est un raisonnement gnostique. Oui. Donc, effectivement, il y a le transhumanisme, pour moi, c'est de la gnose. Mais d'ailleurs, un moyen de se cacher de la gnose, c'est de l'appeler transhumanisme, ce qu'ils font volontiers. Merci. Est-ce qu'il y a de la part des médecins? Oui, dites-moi. Ouais, si vous voulez plus, il faut que vous lisiez Bertrand Vergely ou Martin Stephens ou Olivier Rey. C'est expliqué bien plus clairement que ce que je viens de vous dire. J'ai encore deux questions rapides. Est-ce que c'est possible de nous envoyer quelques références bibliographiques un petit peu Oui, sur oui, je vous ferai comme ça. ça, Oui, je pourrais oui, envoyer ça à tout le monde après. oui, je vous ferai ça. Et une autre question, est-ce qu'en France, au moins, je parle en France, est-ce qu'il y a une sorte de, je dirais, une réaction, entre guillemets, de la part des médecins vis-à-vis de, réaction officielle, soi-disant, vis-à-vis de toutes ces évolutions là, actuelles dans le monde de l'intelligence artificielle avec la médecine? Est-ce quelque chose de concret? Est-ce qu'il y a une association? Je ne sais pas, mais pour voir, est-ce qu'il y a quand même une réaction? Parce qu'on ne peut pas être toujours passif vis-à-vis de ce qui se passe quand même. Alors, il y en a une qui est un intervenant qui était chargé de la question pour le Conseil de l'Ordre et qui maintenant est passé comme président du Conseil de médecine numérique. Donc, on voit bien qu'il est passé du côté obscur de la force, si j'ose dire. Après, il y a un certain nombre de questions qui se posent, mais qui sont des questions, vous savez, le problème de la médecine, c'est que c'est un système très individualiste et puis aussi, c'est un système qui je vais essayer de vous le dire sans langue de bois, mais sans passion, parce qu'il n'y en a pas dans ce que je vais dire. En fait, la difficulté, c'est que cette vision technique de la médecine, elle se développe depuis 50 ans, puisque finalement, l'assureur d'État, qui est la CPAM, enfin la Sécurité sociale, a développé quelque chose qui est type que vous venez de voir dans les discussions sur les tarifs des médecins, a développé quelque chose qui consiste à dire la technique est quelque chose de reproductible et de mesurable, donc je la paye, et ça fait des actes qui peuvent être relativement chers. Le temps passé avec le malade, je ne suis pas sûr que ça ait une valeur quelconque technique ni même humaine, et donc je ne le paye pas. Et donc ça vous explique que des médecins qui n'aient pas de technique soit en bas de l'échelle de la rémunération, comme les psychiatres, et les médecins qui soient extrêmement technicisés, soit en haut de la rémunération, parce que les actes techniques sont très bien payés. Et on en est à un tel point que, je peux vous raconter, parce que ça date d'il n'y a pas longtemps, moi j'ai vu arriver une personne âgée qui avait vu un de mes confrères neurologues, mais qui a décidé de ne faire que de la technique. Le patient qui avait une maladie de Parkinson avait été diagnostiqué avec cet examen technique qui vaut cher, mais personne ne s'était occupé de son Parkinson. Alors, les études de médecine de mon excellent confrère impliquaient le fait qu'il sache ce que c'est qu'un Parkinson. Donc, on voit bien cette espèce de segmentation financière. J'ai une amie qui est médecin urgentiste qui dit que la médecine est une maison à 2 étages. Vous avez un rez-de-chaussée qui est rempli des pauvres, des déments, des cancéreux en stade terminal, des gens qui souffrent, etc., et qui, pas le rez-de-chaussée est rutilant. Et puis, un escalier au premier étage, vous avez la médecine qu'elle appelle propre, avec des machines à café, du temps, etc., etc. Tout le monde veut habiter maintenant, tout le monde veut habiter au premier étage. C'est un vrai problème, c'est-à-dire que finalement, le numérique, c'est le premier étage. C'est-à-dire qu'on vous explique que ça améliorera le premier étage. Oui, c'est vrai, mais je ne connais pas de premier. Je n'ai jamais eu d'exemple architectural de premier étage qui flotte dans l'air et qui soit capable de se maintenir sans tomber par terre. Donc, il y a quelque chose dans le numérique où
soit les médecins du premier étage ont l'impression que ça augmentera leur pouvoir de premier étage, soit ceux du rez-de-chaussée sont et à la fois tellement débordés et loin de ce type de considération, c'est-à-dire que la souffrance, les stades terminaux, les soins palliatifs, le numérique, on ne fait pas grand-chose avec le numérique. J'ai malheureusement, comme vous le disiez, traversé les soins palliatifs il n'y a pas longtemps jusqu'à un passé très récent. Je peux vous dire que le numérique ne sert strictement à rien. Alors, je le savais comme neurologue, mais comme usager aussi. Voilà. Après, il y a les jeunes, Merci. par exemple. C'est vrai que, je ne sais pas, tu fréquentes peut-être un petit peu moins d'étudiants que moi maintenant, C'est vrai. vu que tu es en ville. Passons pas des étudiants en médecine. Mais quand on voit les jeunes, bah, forcément, ils sont de leur époque. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils sont très techniques, c'est vrai. Et nous, quand on commence à dire ouais, mais la relation, tout ça, c'est important. Moi, quand je parle à mes internes d'anesthésie, ils sont très contents d'aller en consultation d'anesthésie. Moi, je dis la consultation d'anesthésie, c'est des gens ou des enfants qui viennent se faire opérer, ils ont peur, et moi, je dis, c'est un quart d'heure pour convaincre. C'est un quart d'heure pour convaincre. Et il faut qu'en sortant de la consultation, ils ont peut-être encore peur, ça c'est normal, mais ils ont peur parce qu'ils savent ce qui va se passer, alors qu'avant, quand ils sont rentrés dans le bureau, ils avaient peur parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ça, la machine, c'est vrai que globalement, elle ne le fera pas. Mais les jeunes, ils sont très techniques. Ils sont très techniques parce qu'ils sont rivés sur les ordinateurs, rivés sur leur téléphone. Bon, je le suis un peu aussi, hein, j'avoue quand même, mais malgré tout, nous, docteur Hinzelin et moi-même, ben, on ferait office peut-être de vieux cons, parce qu'on commence à parler d'humain, on commence à parler de relations, on commence à parler, ouais, ben on est des vieux, quoi, voilà. Et les jeunes, moi quand on regarde à l'internat, par exemple, les spécialités qui sont prises, ben, ça reste quand même des spécialités techniques, malgré tout, et ça rejoint tout à fait ce que tu dis. Donc, il y a la technique, donc il se repose sur la technique et sur les outils technologiques. Et là, c'était la deuxième question que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a probablement peut-être un petit problème qui va se passer avec les jeunes médecins qui sont actuellement en formation sur comment est-ce qu'ils vont envisager leur métier de médecin. Eh bien, ils vont se reposer exclusivement sur la technique. Et ce que tu disais fort bien, c'est que notre expérience naît de nos échecs. C'est-à-dire, oui, on s'est trompé, oui, nous l'avons remarqué, oui, on en a pleuré des fois parce que ça s'était mal passé, oui, et parce qu'on est des humains, mais on s'en rend compte aussi. Et je pense que se baser que sur la technique, eh ben, on va avoir moins des échecs, on va moins bien le vivre, et on aura moins d'expérience, c'est tout. Et donc, forcément, est-ce qu'on sera mieux soigné? Ben, ce n'est pas garanti. Non. Je Si, suis tout à Jean-Vincent. fait d'accord. Il y a une question de Marianne. Après, je donne la parole à Alain. Marianne, si tu veux poser ta question, juste pour rappel que vous sachiez, Marianne, elle est docteur en génétique. Voilà, comme ça qu'il y ait des liens avec les questions en même temps. Non, non, en fait, c'était pas une question, c'était pour les liens, pour les livres, en fait, pour la biblio. Ah, Oui, ben, je vous envoie ça. Je vous envoie ça, pas de problème. bon, Il merci. y a un bouquin absolument génial. Retenez, si vous devez en lire un, il y a un bouquin absolument génial qui est un vieux bouquin dans lequel il y a absolument tout. Vous avez une philosophe majeure qui s'appelle Hannah Arendt. Hannah Arendt avait un mari qui était un philosophe majeur aussi, qui a écrit beaucoup moins de livres, dont ce monsieur s'appelait Gunther Anders. Et Gunther Anders a écrit un livre qui s'appelle, qu'il a écrit en 56 et qu'il a refait en 68, peu avant de mourir, qui s'appelle L'obsolescence de l'homme. C'est pas si difficile que ça à lire et il y a à peu près tout dedans. Merci. Alain, donc un anesthésiste aussi, anesthésiste en réanimation, je pense. Essentiellement de la réanimation pendant Réanimation à longtemps. la retraite. Allez, je laisse la parole. Non, je voulais finir quand même sur une petite note optimiste. Moi, j'ai pris ma retraite il y a quelques mois et je dois dire que j'ai quitté le service assez soulagé d'avoir vu les jeunes qui arrivaient. On en a eu 3 ou 4, là, 4 qui sont arrivés et qui, quand même, sur le plan humain, étaient bien formés et avaient des qualités d'écoute et d'empathie qui vraiment faisaient plaisir, en plus de leur maîtrise technique. Donc, c'est peut-être pas une généralité hein, de dire tous les jeunes. Donc, je crois quand même, mais ça dépend peut-être des enseignements qu'ils ont eus et des praticiens qu'ils ont pu côtoyer, bien sûr. Mais il peut y avoir un petit peu d'espoir. Et c'est peut-être à nous, justement, de faire passer ces messages d'écoute, de relationnel,
voilà, ça peut marcher. Mais Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Je suis optimiste aussi, hein. Bah, de toute façon, je vais être à la fois optimiste et un peu cynique. Je pense que le jour où on annonce à quelqu'un qu'il va mourir, ou en tout cas qu'il est atteint d'une maladie incurable, le numérique et la technique ne servent de rien. Donc en fait, le problème, c'est qu'ils y arrivent un peu plus tard que nous, mais tout le monde est passé par là, et c'est le moment où on devient probablement un vieux con en médecine, c'est-à-dire que c'est le moment où on sait que la technique ne nous sera pas une aide à ce moment-là. On peut utiliser tous les smartphones et tous les écrans qu'on veut, ça ne change rien. Merci, merci Alain. Il y a un petit commentaire dans le chat là, de la part de Christian Geoffrey, que je remercie aussi de sa présence. Si vous ne l'avez pas lu, je le lis. Alors Christian disait, venant du monde informatique, j'ai été passionné par l'usage en médecine du domaine dans lequel je suis. Oui, ça c'est clair. Il y a un continent. Après, le problème, c'est d'arriver à avoir des interfaces entre les médecins. C'est l'espèce de terme un peu générique. On parle toujours de l'expérience utilisateur ou de l'interface utilisateur. Toute la difficulté, c'est la finalité de l'outil informatique. C'est-à-dire que si finalement, s'il est constitué avec les praticiens et avec les gens qui s'occupent directement des malades, c'est encore une fois un excellent outil. C'est-à-dire qu'il faut, en particulier dans les sphères philosophiques, théologiques ou religieuses, se méfier d'un effet aussi dans l'autre sens, qui est de diaboliser la technique. La technique n'est qu'un outil. Elle n'est ni plus ni moins qu'autre chose. Alors c'est un outil avec une pensée derrière, c'est-à-dire que ça n'est pas un outil impartial. Celui qui crée l'outil a une finalité, et si on oublie la finalité de l'outil, on a des choses qui ne peuvent pas fonctionner, mais pour autant, ça reste un excellent outil et il ne faut pas diaboliser l'outil. Encore une fois, quand l'équipe de Grenoble et du Polytechnicum de Lausanne arrive à faire remarcher des paraplégiques avec un petit boîtier dans le dos, c'est un truc formidable, ça ne nécessite pas une augmentation considérable. À l'inverse de Kevin Warwick, ce sont des choses qui utilisent des technologies relativement simples, c'est très bien, mais il faut que ça reste un outil. Est-ce qu'il y a d'autres questions où on peut clôturer? Bon. Un grand merci, Merci, docteur, Sylvain. pour cette présentation assez passionnante. C'est vrai, surtout sans diapo, j'avoue, je craignais, mais non, on a tout suivi. Ça, c'est parfait. Un grand merci. Merci à vous tous d'être présents. Je vous enverrai les références que docteur m'envoie par mail. Je vous passe l'ensemble. Juste une dernière précision, je rappelle donc la dernière conférence de cette saison aura lieu le 8 juin et pas le 1er, étant donné que je serai au Liban. Donc le 8 juin, autour du thème de le droit pénal et la bioéthique, qui sera donné par une amie doctorante en droit pénal à Aix et moi-même. Je vous souhaite tous une belle soirée et on se retrouve donc dans 2, 3 semaines à peu près. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.